Bonjour à tous. Au cours de la guerre civile du Mozambique qui a eu lieu entre 1977 et 1992, la population d'éléphants de savane d'Afrique, l'Oxodonta africana, a diminué de plus de 90% à cause de la chasse pratiquée par les deux camps pour récupérer l'ivoire et financer l'achat des armes. La population est ainsi passée de 2542 individus en 1972 à 242 en 2000. Ces chiffres sont rapportés par une étude qui vient de sortir et qui se questionne sur l'existence d'une évolution accélérée de cette population. En effet, avant la dramatique décroissance, il existait dans cette population 68,5% d'éléphantes avec deux défenses, 18,5% d'éléphantes sans défense et 9,3% de femelles qui n'avaient qu'une défense. Après la guerre, la proportion de ces éléphants femelles sans défense était montée jusqu'à 50,9%, alors que la population des femelles avec deux défenses a chuté à 40,7%. Ce changement de structure de population ne semble pas naturel, et les auteurs ont voulu étudier ce changement. Tout d'abord, ils ont fait une hypothèse sur l'absence de défense sur ces femelles. Ils font l'hypothèse que cette absence est liée à une ou plusieurs mutations sur le chromosome sexuel X. Alors, c'est quoi le chromosome sexuel X ? Tous les mammifères terriens, non, pas terriens, c'est-à-dire les placentaires, ceux qui font un placenta lorsqu'ils développent des enfants, et les marsupiaux. Eh bien, ces terriens ont un système de détermination du sexe lié à la distribution des chromosomes sexuels. Vous vous souvenez de notre bibliothèque d'informations génétiques, organisée en paires de volumes, les chromosomes. L'homme en a 23 paires, 22 chromosomes dits autosomes et une paire de chromosomes sexuels. Seulement, cette paire de chromosomes sexuels, contrairement aux chromosomes autosomes, ne possède pas forcément deux chromosomes identiques, car il y a le chromosome X et le chromosome Y. Et c'est leur association différente qui va déterminer le sexe de l'individu. Avec deux chromosomes X, on aura une femelle, et avec un chromosome X et un chromosome Y, on aura un mâle. Appliquons cette règle à l'éléphant. Un éléphant femelle possède les chromosomes X et X. Un éléphant mâle, c'est XY. Lors de la reproduction, les individus produisent des gamètes avec une seule version de chaque chromosome. Ainsi, les femelles produisent des ovocytes X, les mâles, qui sont XY, produisent eux des spermatozoïdes qui sont pour moitié X et pour l'autre moitié Y. Comme l'ovocyte est toujours X, le sexe va dépendre du chromosome présent chez le spermatozoïde. Lors de la fusion, le zygote sera une femelle si le spermatozoïde avait le X, et un mâle si le spermatozoïde possédait le chromosome Y. On a donc en gros 50% de chances d'obtenir un mâle et 50% d'obtenir une femelle. On replace ces différents croisements dans un tableau, et si on ajoute une mutation sur le chromosome X, on crée de nouveaux types de croisements. Ici, vous avez les femelles possédant la mutation en un exemplaire et en deux exemplaires qui peuvent s'accoupler avec des mâles normaux et des mâles dont le X possède la mutation. Cependant, comme les auteurs n'ont pas observé de mâles sans défense dans la population, ils ont fait l'hypothèse que la mutation était létale lorsqu'elle est hémizygote, c'est-à-dire seule, sans une version normale en face. Donc la mutation est létale et donc on peut enlever cette colonne de mâles. De plus, une mutation qui est létale à l'état d'hémizygote l'est généralement aussi quand elle est à l'état homozygote, c'est-à-dire avec deux versions, suggérant alors que les femelles qui sont homozygotes ne sont pas viables non plus. On enlève donc cette ligne également. Bon finalement ça se simplifie. Les rencontres de la première case, on vient de les voir. Pour la seconde case, une femelle avec un X muté aura donc des gamètes avec un X muté et des gamètes avec un X non muté. Elle rencontre un mâle qui produit soit des gamètes Y, soit des gamètes X non mutés. Donc il y a donc quatre possibilités. Des gamètes X non mutés des femelles avec des gamètes X non mutés donneront des femelles normales. Les gamètes X non mutés des femelles fusionnés avec les gamètes Y des mâles donneront des mâles normaux. Avec les gamètes X mutés des femelles, associés avec les X normaux du mâle, cela donnera des femelles avec un X muté, donc des femelles sans défense. Et lorsque les gamètes X mutés des femelles est associé avec le Y des mâles, cela donnera un mâle avec la mutation. Et comme on l'a dit, ce mâle n'est pas viable, donc on peut l'enlever. Avec ce tableau, on peut estimer qu'on n'aura pas de femelles sans défense dans les descendants des femelles avec deux défenses. Et chez les femelles sans défense, on devrait retrouver une moitié de leurs femelles sans défense et une moitié avec. Et comme les mâles mutés meurent, elles produisent donc 2/3 de femelles pour 1/3 de mâles. Et en étudiant les descendants des différentes femelles, les auteurs retrouvent ces valeurs dans la nature.
Plutôt rassurés sur leur hypothèse, ils ont cherché par des techniques génétiques que je vous épargne, les gènes qui auraient pu muter, notamment en comparant les gènes des individus avec et sans défense. Et ils ont localisé la mutation sur une région qui correspond au gène Amélix, responsable du processus d'amélogénèse, c'est-à-dire la production de l'émail des dents et du sément dentaire. On peut noter qu'une mutation de cette zone entraîne généralement chez l'humain un défaut de production de l'émail et une létalité chez l'homme. Cette létalité chez le mâle humain et chez le mâle éléphant ne serait pas liée à la modification du gène Amélix en lui-même, mais à la modification des gènes voisins. Ok, donc, chez l'éléphant, il y a une mutation sur un gène du chromosome X qui empêche la formation de l'émail et donc la formation des défenses. Du coup, les braconniers ne les chassent pas, et donc mathématiquement la fréquence de ces mutations a augmenté dans cette population, et tant que la pression de braconnier était là, les femelles sans défense avaient une probabilité de survie 5 fois supérieure aux femelles avec défense. On a donc ici deux effets. D'abord un effet fondation, car les braconniers en diminuant fortement la population diminuent sa variabilité, et on démarre une nouvelle population avec des individus qui vont transmettre leurs informations génétiques, ici la mutation pour les défenses, à la plupart des nouveaux membres de la population. Ajoutez à cela une sélection permanente par les braconniers qui élimine les femelles avec défense, on va donc avoir une population avec une fréquence des femelles sans défense qui va augmenter. La bonne nouvelle, c'est que si on élimine la sélection, grâce à la lutte contre le braconnage, on observe une remontée dans les proportions des femelles avec défense, qui passe de 40,7% après la guerre à 58,4% aujourd'hui. Les femelles avec défense peuvent à nouveau se reproduire et transmettre dans la population les gènes non mutés. Le problème avec cette nouvelle structure de population, c'est que l'éléphant est un animal qui influence énormément son environnement. Et donc la modification de la proportion de l'animal sans défense aura un impact fort sur les écosystèmes. Les défenses servent à l'éléphant à excaver des aliments et des minéraux du sol, ou à déraciner des arbres, ou à éplucher les écorces des arbres, pour s'en nourrir. Avec la diminution d'une telle influence, les écosystèmes seraient fortement modifiés. La modification par l'être humain de la biodiversité est un jeu de billard à un nombre de bandes que nous ne connaissons pas du tout et que nous contrôlons encore moins. L'évolution des espèces est une bande que nous contrôlons parfois, mais pas toujours.